Alors, la question est immense, hein. Comment une société, une civilisation même, peut-elle vraiment renaître après une longue période de déclin, de stagnation? Oui, une question vertigineuse. Et quelles sont les conditions internes, au fond, qui permettent ce renouveau? C'est ça. Et c'est justement le cœur du travail de Malek Benabi, ce penseur algérien majeur du XXe siècle, dans son livre phare, Les conditions de la Renaissance. Ah oui, un livre au parcours assez particulier, effectivement. Publié une première fois en 49 à Alger, en français, C'est ça. et puis réécrit, remanié par Benabi lui-même depuis le Caire. Il craignait, disait-il, de mourir en prison dans les geôles coloniales sans avoir légué ce qu'il voyait comme une technique, une méthode pour la Renaissance. Une technique de renaissance, c'est fort comme expression. Oui, pour sortir le monde musulman, l'Algérie en particulier, de ce qu'il ressentait comme une torpeur, une focalisation sur des enjeux un peu secondaires. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc de plonger là-dedans, dans cette pensée exigeante, on peut le dire. Oui, très exigeante. On va explorer ses idées clés, essayer de comprendre ce qui bloque selon lui et ce qui, au contraire, pourrait catalyser un renouveau. C'est une analyse qui bouscule parfois, mais qui est riche en perspectives, je trouve. Tout à fait. Ok, alors, déballons ça. Par où Benabi commence son analyse? C'est quoi le point de départ? Eh bien, Benabi, il part d'un constat. Un constat assez dur, hein, celui d'une décadence, d'une sorte de sclérose du monde musulman de son époque. Hmm, Il décrit une société qu'il voit comme anesthésiée presque, qui a perdu son élan créateur, qui vit un peu en marge de l'histoire mondiale. Une apathie généralisée, quoi. Ça l'inquiète beaucoup. Et pour expliquer ça, il introduit un concept assez célèbre qui a fait couler beaucoup d'encre, la colonisabilité. Alors, ça veut dire quoi exactement? C'est pas juste l'agression extérieure, hein. Non, non. C'est c'est beaucoup plus profond dans son esprit. La colonisabilité, pour Benabi, c'est d'abord et avant tout un état interne. Interne. Oui, une sorte de configuration psychologique, sociale, culturelle, qui rend une société bien vulnérable, prête en quelque sorte à être dominée. Prête à être dominée. C'est fort. C'est un symptôme en fait, et la conséquence d'un affaiblissement intérieur qui pour lui précède la colonisation elle-même. La domination extérieure, elle ne fait que confirmer et bien sûr exploiter une faiblesse qui était déjà là. C'est une idée, oui, c'est une idée forte, presque dérangeante. Il a cette phrase choc d'ailleurs. Pour cesser d'être colonisé, il faut cesser d'être colonisable. Exactement. Ça remet complètement la responsabilité au cœur de la société elle-même, non? C'est un fardeau assez lourd quand même. Absolument. Ça déplace vraiment le centre de gravité de l'analyse. On passe des causes externes aux facteurs internes. D'accord. Et cette idée, elle résonne directement avec un verset du Coran qu'il cite tout le temps, c'est vraiment la clé de voûte de sa pensée. Dieu ne change rien à l'état d'un peuple tant que celui-ci n'a pas d'abord changé ce qui est en lui-même. Ah oui, ce verset est central chez lui. Fondamental. Pour Ben Nabi, la transformation décisive, c'est celle de l'intérieur, de l'âme collective, comme il dit. Tout changement politique, structurel, qui ne vient pas de cette métamorphose intérieure, il est voué à l'échec, ou en tout cas à rester superficiel. Donc on est loin d'une simple analyse politique ou économique des rapports de force, là. C'est beaucoup plus profond, c'est presque anthropologique en fait. C'est exactement ça. Et ce diagnostic, il l'inscrit dans une vision plus large de l'histoire, une vision cyclique. Ah, les fameux cycles des civilisations. Voilà. Il reprend cette vieille idée de l'éternel retour, mais appliquée aux civilisations. Elles naissent, elles grandissent, elles atteignent un apogée, et puis inévitablement, elles entament un déclin. Avant une renaissance possible, bien sûr. Un cycle naturel, si l'on veut. Et il me semble qu'il décrit même les phases de ce cycle de façon assez précise. Oui, oui, il schématise ça en 3 grandes phases. La première, c'est celle qu'il appelle la phase dominée par l'esprit ou l'âme. C'est le moment de l'impulsion initiale. Souvent religieuse, j'imagine. Oui, souvent d'origine religieuse ou spirituelle. C'est ce qui donne le sens, la cohésion, l'énergie de départ. La société est portée par une foi, une vision qui la dépasse. L'islam des premiers temps, par exemple. C'est l'exemple qu'il prend, oui. Ensuite vient la deuxième phase, dominée par la raison. D'accord. Là, c'est l'âge de l'expansion. Expansion intellectuelle, technique, administrative, territoriale. La civilisation organise, elle codifie, elle rationalise, elle étend son emprise matérielle. C'est l'époque des grands systèmes, des grandes constructions, de l'organisation politique complexe. Logique. Et après, l'apogée de la raison vient la chute, j'imagine. C'est ça.
La troisième phase, c'est celle dominée par l'instinct. C'est le déclin. L'élan spirituel du début, il s'est éteint. La rigueur de la raison, elle se relâche. Et qu'est-ce qui prend le dessus alors? Les intérêts matériels immédiats, les pulsions plus primaires, la cohésion sociale s'effrite, le sens collectif se perd, et c'est là que Benabi parle de l'émergence de l'homme post-civilisationnel. Post-civilisationnel, c'est-à-dire? C'est un individu qui retombe dans une sorte de primitivisme comportemental, mais attention, un primitivisme marqué par les déchets, les habitudes de la civilisation d'avant. Ce n'est pas un retour à la nature, c'est une décomposition en fait. Je vois. C'est une vision assez sombre du déclin. Et il essaye de dater ces basculements? Oui, il s'y risque. Pour la civilisation musulmane, il situe le grand tournant, la fin de l'ère de l'esprit, très tôt en fait, à la bataille de Siffin en 657. Un conflit interne majeur. Si tôt. Oui. Et pour l'Occident, le passage à la phase de la raison, ça commencerait plutôt avec Descartes, la Renaissance. Mais il note quelque chose d'intéressant, en citant Keyserling. Oui. Il suggère que l'impulsion spirituelle initiale de l'Occident, elle pourrait remonter psychologiquement bien avant, à la christianisation des Germains. Donc il peut y avoir un décalage entre le démarrage chronologique et le démarrage psychologique profond d'une civilisation. C'est intéressant ça, cette distinction. Et cette lecture cyclique, elle a une conséquence importante pour lui. Ça lui permet de dire, attention, le monde musulman de mon temps n'est pas juste en retard sur l'Occident, comme on le dit souvent. Ah, d'accord. Non, il est à un autre point de son propre cycle historique. Marqué par la décadence, oui, mais c'est son cycle. Et comprendre ça, c'est crucial pour poser le bon diagnostic et surtout pour trouver les bons remèdes, qui ne peuvent donc pas être une simple imitation de l'Occident, puisque l'Occident est lui-même dans une autre phase de son propre cycle. Bien sûr, logique. Bon, alors, si le diagnostic est posé, déclin interne, colonisabilité, phase de l'instinct, comment on sort de l'ornière? Comment on catalyse cette fameuse renaissance? Il propose une sorte d'équation, c'est ça? Oui, une formule très célèbre, très synthétique. Civilisation égale homme plus sol plus temps. Homme, sol, temps. Voilà, les trois ingrédients de base selon lui. L'homme, avec tout son potentiel, physique, intellectuel, moral. Le sol, qui représente pas juste la Terre, mais toutes les ressources naturelles, l'environnement. Et le temps, la dimension chronologique, indispensable pour agir, pour transformer. D'accord. Mais il ajoute tout de suite que ça ne suffit pas, non? On peut avoir beaucoup d'hommes, un sol riche, du temps devant soi, et pourtant rester bloqué. Il manque un truc. Exactement. Il manque le on, le catalyseur, l'étincelle qui va faire prendre la mayonnaise, si on veut. L'élément qui provoque la réaction chimique, la synthèse entre ces trois ingrédients. Et ce catalyseur, c'est... Pour Benabi, sans hésitation, c'est l'idée religieuse. C'est elle qui, en s'emparant de l'homme, va le transformer de l'intérieur, va orienter ses énergies vers un but collectif, transcendant. C'est elle qui crée la cohésion sociale et surtout qui va conditionner ses instincts. Conditionner les instincts. Oui, il utilise même le terme freudien de refoulement. L'idée religieuse canalise les pulsions individuelles, les dirige vers la construction collective. C'est là qu'intervient sa critique assez virulente de ce qu'il appelle l'entassement, par opposition à la construction. C'est ça, hein? Tout à fait. Cette transformation intérieure, cette catalyse par l'idée religieuse, c'est stérile pour lui. On ne peut pas acheter une civilisation en kit, quoi. Il faut la construire de l'intérieur. Mais pourquoi c'est si stérile, cet entassement? Parce que ça ne vient pas d'une synthèse interne, justement. Les objets, les idées importées, ils restent des corps étrangers. Ils sont plaqués sur une réalité qui ne les a pas produits organiquement. Ils ne sont pas intégrés dans un système de valeurs, dans une vision du monde cohérente qui leur donnerait du sens, de l'efficacité. L'idée religieuse, pour Benabi, c'est pas juste une croyance perso. C'est la force dynamique qui met en synergie l'homme, le sol et le temps, qui leur donne une direction, une âme. Sans elle, on a juste une juxtaposition d'éléments inertes, un tas, pas une construction. Ce qui nous amène directement au cœur du réacteur, si j'ose dire, le facteur humain. Si l'équation c'est homme plus sol plus temps avec le catalyseur, Benabi semble dire que le problème numéro 1 dans le monde musulman qu'il observe, c'est l'homme. Il faut refaire l'homme. C'est absolument central. C'est le point névralgique de son projet de renaissance, puisque c'est l'idée religieuse qui transforme l'homme, et que c'est l'homme qui agit sur le sol et dans le temps, la priorité des priorités, c'est de travailler sur ce facteur humain. D'accord. Et comment on fait alors pour refaire cet homme post-civilisationnel? Il identifie trois grandes orientations nécessaires.
La première, c'est l'orientation de la culture. Et sa vision de la culture est assez spécifique. Elle va au-delà de l'instruction du savoir livresque. Ah oui, tout à fait. La culture, chez Benabi, c'est bien plus que l'érudition. C'est une atmosphère, un style de vie, une théorie du comportement. Quelque chose qui imprègne la société et qui façonne la personnalité des gens. Il critique d'ailleurs pas mal ce qu'il appelle l'alphabétisme, non? Exactement. L'alphabétisme, c'est savoir lire et écrire, mais sans avoir cette culture profonde qui structure la pensée et qui guide l'action. Et il critique aussi l'intellectomanie. L'intellectomanie. Oui, l'étalage un peu narcissique, stérile, de connaissances superficielles, sans impact réel sur la société, juste pour briller. D'accord. Et cette culture qu'il appelle de ses voeux, elle a plusieurs composantes, hein. Oui, il en voit 4 principales. Premièrement, l'éthique. C'est le ciment social, le système de valeurs morales qui assure la cohésion. Souvent d'origine religieuse, mais elle peut survivre un temps comme morale sociale laïque. Et il s'alarme beaucoup de la dégradation du sens moral qu'il observe. Il donne des exemples? Oui, il parle du vol, par exemple, qui devient presque banal, un signe pour lui de la déliquescence du lien social. La perte de l'éthique, c'est un symptôme majeur de la décadence. Deuxième composante? L'esthétique. Il y attache une importance énorme à ce lien entre le beau et le bien. Oui, vraiment. Pour Benabi, le goût esthétique, c'est pas un luxe, c'est pas superflu, c'est essentiel. Parce que la sensibilité à la beauté, c'est ça qui inspire, qui élève l'action humaine. Il est frappé par la laideur de l'environnement qu'il perçoit. La laideur? Oui, ça va des haillons de l'enfant mendiant à la production artistique de l'époque. Il critique pas mal le cinéma, la musique égyptien qu'il trouve médiocre, sans âme, juste mercantile. Pour lui, il y a une relation très forte entre l'éthique et l'esthétique. Leur équilibre, leur hiérarchie, ça définit le caractère d'une civilisation. Benabi insiste vraiment sur le fait que notre environnement visuel, sonore, ça nous façonne. Que la laideur ambiante, finalement, elle engendre des pensées et des actes laids. C'est radical comme vision. Oui, c'est ça. Et cette hiérarchie interne à la culture, elle influence directement le style d'une civilisation. Si on privilégie l'éthique au détriment de l'esthétique, on risque une société peut-être solide, rigoriste, mais austère, sans grâce. Et inversement. Inversement, si on privilégie l'esthétique, mais sans fondement éthique solide, on peut tomber dans une décadence peut-être raffinée en surface, mais fragile, vide moralement. L'équilibre est crucial pour lui. D'accord. Troisième pilier de la culture, la logique pragmatique. Ça sonne un peu technique, là. C'est quoi? C'est la capacité à traduire une idée en action efficace. Concrètement, c'est la logique de l'ingénieur, de l'artisan, de l'entrepreneur. Comment on passe du concept à la réalisation. Ah, d'accord. Et là, il fustige le fossé qu'il voit entre le discours et l'action. Cette tendance à la velléité, à la parole facile, abondante, mais qui ne débouche rien. Il dit « on ne pense pas pour agir, mais pour dire des mots ». Hmm. C'est une critique très forte du manque d'efficacité, de l'incapacité à transformer les idées en projets tangibles, en résultats concrets. Et ce manque de logique pragmatique, est-ce que ce ne serait pas lié à cette intellectomanie dont il parlait? Une pensée qui tourne un peu à vide. Ah bah oui, c'est très probable qu'il fasse le lien. L'intellectomanie, elle se complaît dans le jeu des idées, sans se soucier de l'application. Alors que la logique pragmatique, elle exige justement cette confrontation au réel, cette traduction en actes. L'une est spéculation stérile, l'autre, c'est la pensée efficace. Logique. Et enfin, quatrième composante de la culture, la technique. Oui, la technique, ça englobe tous les savoir-faire concrets, les compétences professionnelles, les métiers, la dimension pratique de l'intelligence. Et Benabi souligne le besoin crucial d'une orientation technique réfléchie. Il faut équiper la société des outils, des compétences nécessaires pour son développement matériel, économique. Ce ne sont pas que des idées, il faut aussi des mains habiles et des savoir-faire. Donc, voilà pour la culture repensée. Éthique, esthétique, logique, pragmatique, technique. Ensuite, deuxième grande orientation pour l'homme, le travail. Et là aussi, son approche est un peu particulière, non? C'est pas juste pour gagner sa vie. Oh non, pas au départ en tout cas. Pas dans une société qui cherche à renaître. Pour Benabi, le travail, ça doit d'abord être vu comme un puissant levier éducatif. Et de transformation sociale. Éducatif. Oui. C'est par l'effort collectif, orienté vers un but commun qui a du sens, que l'individu se discipline, qu'il apprend la persévérance, qu'il développe le sens de la solidarité et de l'efficacité. C'est dans cette idée qu'il propose son truc un peu, peut-être utopique, de la demi-heure quotidienne du devoir. Ah oui, j'ai lu ça. Chaque citoyen consacrerait
un peu de temps chaque jour à une tâche d'intérêt général. Pour lui, c'est un moyen de rééduquer la société par l'action collective, de redonner une dignité à l'effort. Il donne cet exemple assez touchant, je trouve, du jeune menuisier de Laguate qui, tout seul, par son initiative et son travail, a créé une petite industrie locale de fabrication de luth. Un micro-exemple de cette force du travail quand il est porteur de sens. Exactement. Et la troisième orientation pour cet homme nouveau, c'est celle du capital. Et là encore, attention aux mots. Il fait une distinction sémantique forte. Il oppose l'avoir. L'avoir. Oui, la richesse personnelle, souvent statique, qu'on garde pour soi, thésaurisée, cachée, il oppose ça au capital. Le capital, pour lui, c'est un avoir dynamique, mobilisé, socialisé, qui est investi dans le circuit économique pour créer de la valeur, de l'emploi. Donc le problème, c'est pas forcément le manque d'argent, mais le fait que cet argent dort, qu'il ne circule pas, qu'il n'est pas investi. C'est exactement ça. Le drame pour lui, c'est pas tant la pauvreté absolue que la mauvaise utilisation des ressources qui existent, même si elles sont modestes. Il faut mobiliser l'épargne populaire, la canaliser vers des projets collectifs via des institutions financières adaptées. Transformer l'avoir stérile en capital créateur. Voilà, transformer l'avoir en capital. Il insiste sur une approche démocratique de cette mobilisation pour éviter les dérives du capitalisme sauvage, bien sûr. Mais l'idée maîtresse, c'est de mettre l'argent en mouvement au service du développement collectif. Mais est-ce qu'il anticipe un peu les difficultés, les risques? Cette mobilisation du capital, même démocratique, comment on s'assure qu'elle ne crée pas de nouvelles inégalités, de nouvelles concentrations de pouvoir? C'est une très bonne question. Benabi insiste sur le cadre éthique et démocratique. Il ne détaille pas forcément tous les mécanismes institutionnels ici, mais l'idée générale, c'est que le capital doit rester un outil au service de la société. D'accord. Pas une fin en soi, pas un instrument de domination. L'idée religieuse ou l'éthique sociale qui anime la Renaissance, eh bien, elle doit fournir les garde-fous moraux pour encadrer l'usage du capital, le maintenir orienté vers le bien commun. Donc ça suppose une vigilance collective, des institutions justes, c'est implicite. Je comprends. Donc, une transformation profonde de l'individu via ces trois axes, hein. Culture, travail, capital. Mais Benabi n'oublie pas les autres éléments de son équation du début. Il y avait aussi le sol et le temps. Parlons du sol, par exemple. Oui, le sol. Pour Benabi, l'état du sol, c'est un miroir de l'état de l'homme. Il prend l'exemple très parlant de la désertification. Oui, il ne voit pas ça comme une fatalité climatique, mais comme le résultat de la négligence humaine, de l'abandon, de l'incapacité à agir ensemble pour préserver ou améliorer l'environnement. La dégradation du sol, ça reflète la dégradation de l'âme collective. C'est très lié. Et à l'inverse, il prend l'exemple du reboisement réussi des Landes en France au XIXe siècle. Tout à fait, comme preuve qu'une volonté collective, organisée, persévérante, ça peut transformer radicalement un environnement, même hostile. L'arbre, chez lui, devient un symbole très fort. Un symbole de quoi exactement? De la volonté de s'enraciner, de durer, de construire patiemment. Planter un arbre, c'est un acte de foi dans l'avenir, un refus de la fatalité. Donc le rapport au sol, il n'est pas passif du tout. C'est là que s'exprime la vitalité ou la démission d'une société. Et pour le temps, dernier élément de l'équation? Le constat est aussi critique, j'imagine. Oui, tout aussi critique. Le temps est vu comme une ressource fondamentale, mais tragiquement gaspillée. Benabi déplore ce manque de sens du temps, cette imprécision chronique, ce manque d'efficacité, cette absence de planification qui caractérise, selon lui, la société malade. Il faut se réapproprier le temps. Voilà. Pour renaître, il faut réapprendre la valeur du temps, adopter des horaires, une discipline temporelle, une organisation rigoureuse de l'action. Chaque heure perdue, c'est une perte sèche, irrattrapable dans la course pour combler le retard historique. Le temps, c'est pas juste une donnée abstraite, c'est un capital essentiel, peut-être le plus précieux. Et son usage, ça relève presque de la responsabilité morale. Benabi aborde aussi la question de la femme. Il essaye de sortir des débats un peu superficiels de son époque, égalité-infériorité. Oui, tout à fait. Il refuse d'en faire juste une question juridique ou de comparaison avec l'homme. Il la pose comme un problème de civilisation. Un problème de civilisation. Oui. Il critique l'imitation mécanique des modes de vie occidentaux qu'il trouve aliénantes. Il réaffirme le rôle crucial de la femme comme inspiratrice, comme épouse et surtout comme mère.
C'est elle qui garantit la transmission des valeurs culturelles, éthiques, esthétiques au sein de la famille, la cellule de base. Donc il plaide pour une présence active, consciente. Oui, une présence active et consciente. Pas confinée, mais participant pleinement à la vie sociale, mais dans un cadre éthique et esthétique renouvelé, qui soit cohérent avec l'esprit de la Renaissance qu'il souhaite. Il s'interroge aussi sur son statut juridique, notamment pour le divorce, en appelant à une interprétation des textes qui préserve sa dignité et ses droits dans ce nouveau cadre. Il s'agit donc de redéfinir sa place, son rôle, de manière authentique, ancrée dans le projet de civilisation qu'il dessine, pas par simple imitation ou réaction. C'est exactement l'idée. Et enfin, pour boucler son analyse des obstacles, Benabi introduit deux concepts très éclairants, le coefficient colonisateur Oui, et le coefficient autoréducteur. Le premier, le colonisateur, c'est facile à comprendre, ce sont tous les facteurs externes liés à la colonisation qui brident objectivement les possibilités du colonisé. L'accès limité à l'éducation, les entraves économiques, la discrimination, c'est la pression extérieure. d'accord. Et le second, l'autoréducteur, C'est la part interne alors. précisément. Le coefficient autoréducteur, c'est notre part de responsabilité interne, si l'on veut. C'est l'intériorisation de l'infériorité qu'on nous impose. Le manque de confiance en soi, la résignation, l'incapacité à réagir de manière constructive, solidaire, face aux contraintes. C'est la tendance à s'auto-saboter, à ne pas utiliser les marges de manœuvre qui existent quand même. Il utilise un exemple historique assez frappant pour illustrer ça. Oui, celui de la communauté juive d'Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale. Soumise aux lois antisémites très dures de Vichy, donc un fort coefficient colonisateur, cette communauté, selon Benabi, a su montrer une résilience remarquable. Comment? Grâce à une très forte cohésion interne, un esprit d'initiative, elle a organisé ses propres réseaux d'éducation, de soutien économique. Elle a réussi en fait à limiter l'impact des mesures discriminatoires. En clair, elle a réussi à minimiser son propre coefficient autoréducteur. Ah, intéressant. Ça montre qu'une réaction interne forte, elle peut contrecarrer, au moins en partie, une pression externe, même très forte. Cet exemple suggère donc qu'on n'est jamais totalement impuissant face à l'oppression, que la capacité de réaction d'organisation interne, c'est déterminant. Mais comment on combat activement ce coefficient autoréducteur? C'est juste une question de volonté individuelle? Benabi suggère que c'est surtout une question collective. Pour combattre l'autoréduction, il faut restaurer la confiance en soi collective, réactiver la solidarité sociale, l'éducation qui redonne la fierté, le sens de l'initiative, et surtout pour lui, l'adoption de cette idée religieuse ou spirituelle qui donne le moteur psychologique et moral pour dépasser le défaitisme, l'inertie. C'est en reconstruisant le tissu social et psychologique de l'intérieur qu'on réduit sa propre vulnérabilité. Bon, si on essaye de synthétiser un peu toute cette pensée foisonnante de Benabi, l'idée maîtresse, ça semble vraiment être que la Renaissance, c'est avant tout une affaire de transformation intérieure. Très profonde. Oui, il faut d'abord changer l'état d'âme, collectif, comme il dit, pour pouvoir espérer changer durablement les conditions matérielles, politiques. L'intérieur prime sur l'extérieur, c'est ça. C'est indiscutablement le cœur de son message. Et les leviers pour lui, c'est une idée directrice forte, spirituelle ou religieuse, qui catalyse le tout. D'accord. Cette idée doit ensuite imprégner et réorienter la culture. Éthique, esthétique, logique, pragmatique, technique. Le rapport au travail, effort collectif, éducatif. Le rapport au capital, mobilisation sociale de l'avoir. Et enfin, notre relation au sol, responsabilité environnementale et au temps, efficacité, planification. C'est un programme intégral de réforme de l'être humain et de la société. Donc, qu'est-ce que ça signifie au fond? Que le changement le plus vrai, le plus durable, il ne peut venir que de l'intérieur, d'une révolution des mentalités, des valeurs. C'est la thèse forte de Gobenabi, oui, et elle continue de nous interpeller aujourd'hui. Sa pensée nous oblige à nous interroger sur la nature même du changement social. Est-ce que les transformations les plus pérennes naissent vraiment d'abord d'une refonte culturelle, éthique, spirituelle, individuelle et collective, comme il le pense? Et la question qui suit logiquement. Oui, c'est-à-dire, si c'est le cas, comment on articule cette nécessaire transformation intérieure avec la lutte, qui est tout aussi nécessaire, contre les contraintes structurelles externes, économiques, politiques, géopolitiques, ce fameux coefficient colonisateur qu'il décrit si bien lui-même. Maintenir cette tension entre l'agir sur soi et l'agir sur le monde, voilà peut-être le défi permanent que nous laisse Benabi. Une interrogation cruciale pour quiconque réfléchit au chemin complexe de l'émancipation, du progrès, hier comme aujourd'hui.
Une tension féconde et une question qui reste ouverte. C'est ici que s'achève notre exploration des idées exigeantes, mais vraiment stimulantes, de Malek Benabi à travers son œuvre Les conditions de la Renaissance.